Bonjour à tous. Merci beaucoup de l'invitation et félicitations Marc-Olivier pour le programme extrêmement intéressant. Je vais vous parler d'un travail qui est en cours, qui est mon travail de thèse de science, qui concerne la planification des parties molles en chirurgie de l'épaule, en chirurgie prothétique de l'épaule notamment. On sait tous que le positionnement des implants est extrêmement important, l'implant glénoïdien, l'implant huméral, pour deux buts principaux qui sont d'optimiser la survie et la fonction. On sait que ceci est vrai pour les prothèses totales anatomiques, où c'est important de reproduire un centre de rotation anatomique et où il est extrêmement important également de placer l'implant glénoïdien sans trop de rétroversion, sous peine de le voir se déceler de façon précoce. On sait également que ceci est vrai pour les prothèses inversées, où un positionnement optimal permet d'avoir une bonne fixation des implants, de diminuer les mobilités sans conflit et de diminuer les risques d'encoche, de faillite précoce et d'instabilité. Et donc pour tout ceci, tout un tas d'outils en 3D qui ont été développés ces dernières années afin d'améliorer le positionnement de nos implants, principalement au niveau de la glène, puisque c'était là qu'étaient les problèmes principaux du fait du faible stock osseux de la glène. Et donc tout ceci nous permet maintenant d'avoir un ancrage assez solide dans l'os avec une bonne tenue primaire et une survie à long terme. Et de plus en plus, on travaille maintenant sur comment améliorer les mobilités plus que la tenue des implants. Et donc, en effet, la survie des implants, c'est de moins en moins un problème, même si ça reste bien entendu perfectible. Mais on sait par exemple que les prothèses inversées à plus de 10 ans de recul, eh bien, sont toujours présentes, enfin survivent à plus de 93%. Et donc maintenant, l'objectif, ça va être d'améliorer la fonction. Et donc, il y a tout un tas de logiciels comme celui-ci qui nous permettent maintenant de reconstruire en 3D l'os et de positionner nos implants virtuellement et de déterminer les mobilités passives sans conflit. Donc, le but, ça va être de diminuer l'encoche et puis probablement d'améliorer la fonction, puisqu'on peut légitimement penser que si on améliore les mobilités passives sans conflit, eh bien, on va par conséquent améliorer les mobilités actives. Mais c'est pas, forcément vrai puisque probablement que les mobilités passives vont être altérées, en incluant les parties molles et donc on pense que c'est important de les rajouter puisqu'elles vont avoir un encombrement, une tension, et puis probablement également que, en rajoutant ces parties molles, les muscles, en prédisant leur, action, on va pouvoir planifier les mobilités actives et optimiser le positionnement de nos implants, en fonction de ça. Donc par exemple, pour une prothèse anatomique, on va pouvoir mieux quantifier l'état musculaire en préopératoire et savoir si oui ou non on peut implanter une prothèse anatomique. Et pour une prothèse inversée, eh bien, vous savez qu'il y a beaucoup de débats sur la latéralisation, la distalisation, et probablement qu'on va avoir une meilleure compréhension de comment positionner nos implants en fonction de la coiffe résiduelle, en fonction de l'état du deltoïde. Mais pour tout ceci, il faut pouvoir quantifier de façon claire l'état de ces muscles. Et donc l'objectif qu'on a, c'est pas uniquement de planifier les os et d'oublier complètement notre moteur comme sur un planeur, mais le but, ça va pas être d'améliorer les amplitudes passives, mais bien de rajouter le moteur, comme on le voit, sur cette image, dans une planification, pour, commencer à améliorer les amplitudes actives. Donc pour ça, l'objectif, ça va être de reconstruire les muscles en 3D, de déterminer le volume des muscles et notamment leur atrophie, leur infiltration graisseuse de façon fiable et reproductible, déterminer la forme des muscles, leur trajet, leur excursion et faire ceci de façon automatisée. Donc quand on pense à infiltration graisseuse, atrophie, on est obligé de penser à la classification de Goutalier, mais on sait que cette classification, elle est subjective, elle est qualitative, elle est en 2D et elle est peu reproductible. Et puis, on considère souvent que l'atrophie et l'infiltration graisseuse sont deux paramètres indépendants. Or, de par leur définition, toutes les définitions d'atrophie qu'on a, la tangente, l'occupation ratio, prennent en compte la graisse intramusculaire. Et puis l'infiltration graisseuse est définie comme un rapport du gras par rapport au muscle. Donc forcément, moins il y a de muscles, plus il y a d'atrophie, plus ce rapport va être augmenté de façon un peu artificielle, sans tenir compte de la progression de la graisse intramusculaire. Donc, nous, ce qu'on a voulu, c'est remplacer ces deux valeurs par une seule valeur qui combine tout, qui soit objective, quantitative, fiable et en 3D. Donc, on a reconstruit 106 coiffes entières et 55 épaules où le deltoïde était présent également, avec des cas sains, des cas pathologiques, avec une arthrose centrée, une arthrose excentrée, une rupture massive irréparable de la coiffe. Et au début, on s'est dit, on va calculer le pourcentage de gras en 3D, c'est ce qui avait déjà été fait, mais on voulait le faire de façon un peu automatisée.
Mais le problème de ça, c'est que, comme je vous disais, il y a cette fameuse interdépendance et donc on a voulu déterminer une nouvelle mesure d'un calcul de gras et de muscles plus pertinent. Et donc en fait, ce qu'on voulait, c'était savoir quand on voit un muscle, quel pourcentage de muscle on a de fibres musculaires, donc sans tenir compte du gras, de fibres musculaires par rapport à un muscle sain. Et donc pour ça, il fallait qu'on calcule un volume moyen de muscles sains par sexe rapporté au volume de l'omoplate pour tenir compte de la taille. Et ça nous a permis de déterminer un ratio pour calculer la perte musculaire qu'on a appelé le 3D muscle loss pour chaque muscle, afin de déterminer la véritable perte musculaire par rapport à un muscle sain. Donc si on prend 2 exemples, on a ici un homme à gauche qui est un Goutallier 0, donc on peut calculer de façon reproductible et fiable son volume de fibres musculaires, son volume de gras intramusculaire et le volume de l'omoplate pour normaliser pour la taille. Et ça nous permet d'obtenir un ratio. Et on peut comparer ce ratio au ratio d'un muscle sain. Et on voit qu'ici, on est à 100%, donc il n'y a aucune perte musculaire. Donc la 3D muscle loss qu'on voit ici est de 0%. Si on calcule le pourcentage de gras dans le muscle, on arrive à 0,93%. Maintenant, si on prend ce muscle qui est ici Goutallier 4 chez une femme, on a le volume de fibres, on a également le volume de gras intramusculaire, le volume de l'omoplate, ce qui nous permet de calculer le ratio de ce muscle et de le comparer au ratio d'un muscle sain. Et on voit ici que ça représente 41% d'un muscle sain. On a donc une perte musculaire de 59%, donc 60%, alors que le pourcentage de gras, si on le calcule, on obtient 12,61%. Donc on n'est pas très proche de ce qu'on s'attendrait à trouver avec un Goutallier 4, probablement à cause de cette interdépendance et de la difficulté qu'on a à déterminer ce qu'est de la graisse intrale, la graisse extramusculaire. Et donc, on a regardé ça pour tous les muscles, et si on compare tous les muscles, eh bien, on voit que ici on a l'infiltration graisseuse, ici on a notre 3D muscle loss, et on voit qu'on est beaucoup plus proche de ce qu'on s'attendrait à trouver avec Goutallier, puisque on a donc ici plus de gras que de muscles, ici à peu près autant de gras que de muscles, là plus de muscles que de gras, et ici des traces. Voilà. Alors que Goutallier, on est toujours aux alentours de 20%, 30% dans les 3-4. Ensuite, on a voulu déterminer ça de façon automatisée. Donc pour ça, on fait appel à un réseau de neurones. Ici, on voit le scanner en partie molle. On voit la segmentation automatisée, enfin, pardon, la segmentation manuelle ici, la segmentation automatisée à droite. On voit la même chose sur des vues 3D postérieures, sur des vues 3D antérieures, et on voit qu'on a des résultats qui sont assez satisfaisants, qu'on a pu quantifier même. Ici, on compare les différents muscles. On sait que 0, c'est une segmentation automatisée qui est de très mauvaise qualité, et 1, c'est une segmentation automatisée qui est parfaite. Et on voit que quels que soient les muscles, on est toujours aux alentours de 0,8 et 1. Alors, c'est un peu moins vrai pour le petit rond, puisque le petit rond, il y a cette limite avec l'infraépineux qui est pour l'instant assez difficile pour la machine, mais qui est en cours de progrès. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de différence en fonction des pathologies non plus. On pourrait s'attendre à ce que des muscles un peu infiltrés de gras eh bien, soient plus contrastés, donc plus faciles à détecter. Mais en réalité, on voit que pour les muscles sains, on est tout aussi bon que pour les autres. Il y a bien sûr des pistes d'amélioration, c'est pas encore parfait. Alors on voit ici en couleur la segmentation manuelle, en gris la segmentation automatisée. Donc on voit ici un cas qui est relativement parfait, mais on voit qu'il y a des cas où ici la machine n'a pas capté cette zone-là parce que le scanner était beaucoup trop bruité et donc difficilement contrasté pour l'ordinateur. Et ici de la même manière, on voit que cette zone a été comptée comme du sous-scapulaire alors qu'on voit à l'œil humain en faisant dérouler qu'il s'agit plutôt d'une formation kystique liquidienne qui n'est pas du muscle. Et donc tout ceci doit être amélioré. Et donc le but, ça va être de perfectionner cette segmentation automatisée, puis de la valider. Ensuite, de faire des études cliniques pour déterminer la relation entre les muscles, les résultats, le positionnement des implants. Ça a été fait ici récemment en 2D par l'équipe d'Andrew Jawa, mais sur 81 cas et sans étudier le positionnement des implants. On va ensuite améliorer notre compréhension de l'excursion des muscles en combinant ces volumes musculaires qu'on a à des travaux qui ont déjà été effectués sur les excursions, les élongations des muscles, étendre ce modèle à la rupture de coiffe. Et puis, bien entendu, le Graal serait d'inclure les mobilités scapulo-thoraciques. Donc, ce sont des briques un peu d'un Lego qu'on assemble pour un seul but qui serait d'obtenir un modèle biomécanique patient spécifique et qui nous permettrait de mieux planifier nos interventions. Merci de votre